As-tu déjà entendu parler du Giving Pledge ? C'est un engagement que beaucoup des personnes d'affaires les plus riches du monde ont signé, qui promet qu'ils donneront au moins la moitié de leur fortune totale. Des personnes comme Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos l'ont tous signé. Une chose dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler, c'est de l'homme qui a inspiré cet engagement, Chuck Finney, un homme tellement concentré sur le don qu'il a insisté pour que les donateurs donnent toute leur fortune de leur vivant. Et pour prouver qu'il était sérieux, il l'a fait lui-même. Et je vais vous raconter son histoire. Chuck Finney a fait sa fortune colossale en cofondant Duty Free Shoppers, l'immense empire de la vente de produits de luxe que vous voyez dans tous les grands aéroports du monde entier. Vendant des millions de dollars de sacs à main de créateurs, de spiritueux fins et de montres suisses chaque heure. Mais Finney portait lui-même une montre Casio à 15 $ et voyageait en classe économique. Il utilisait des sacs en plastique pour ses documents et vivait dans un modeste appartement loué à San Francisco. Il n'a jamais voulu être sous les projecteurs. En fait, il a passé 40 ans à les fuir. Sa vie était dédiée à une seule idée radicale, donner de son vivant. Et il n'a pas seulement donné une partie de sa fortune, il n'a pas juste, vous savez, fait don de 100 000 $ ou de quelques millions, il a tout donné. Plus de 8 milliards de dollars, soit plus de 10 fois sa valeur nette à son apogée. Et sa mission était simple, mourir sans un sou. Et en 2020, à l'âge de 89 ans, il a réussi à devenir le James Bond de la philanthropie. Le milliardaire qui a tout donné sans que personne ne le sache, pas même son associé. L'histoire de Chuck Finney s'inscrit dans le rêve américain porté par une forte éthique de travail irlando-américaine. Né à Elizabeth, New Jersey, en 1931 pendant la Grande Dépression, Chuck Finney a vite compris la valeur d'un dollar. À 10 ans, il vendait des cartes de Noël de porte à porte et pelletait la neige pour quelques pièces. Son éducation a tout changé. Après avoir servi comme opérateur radio dans les États-Unis Air Force durant la guerre de Corée, il a pu étudier à Cornell. Le Government Issue Bill, programme gouvernemental, aide les anciens combattants à se réinsérer après la vie militaire. Cette période lui a laissé 2 marques indélébiles, une appréciation à vie du pouvoir transformateur de l'éducation et l'habitude d'un esprit d'entrepreneuriat sans relâche. À Cornell, il a gagné le surnom de l'homme sandwich. Pour arrondir ses fins de mois, il vendait des sandwichs à la mortadelle aux étudiants pressés entre les cours qui ne pouvaient pas aller à la cantine. À cette époque, il a rencontré Robert Warren Miller, un camarade de classe au sens des affaires, aiguisé et au goût du luxe. Après son diplôme, Finney est resté lié au monde militaire. À la fin des années 1950, il a remarqué une faille cruciale en servant les marins de la marine américaine amarrés en Méditerranée. Ces militaires pouvaient acheter de l'alcool et des cigarettes hors taxe lorsqu'ils se trouvaient dans les eaux internationales, mais le processus était plutôt laborieux. Finney et Miller ont saisi l'opportunité. Ils ont commencé à acheter de l'alcool hors taxe en Europe, puis à le vendre aux militaires américains de passage dans les ports. C'était un mécanisme d'une grande simplicité. Identifier un groupe de consommateurs ayant de l'argent et un moyen légal d'éviter de payer des taxes. Ce concept a jeté les bases de Duty Free Shopper, cofondé en 1960, mais la véritable fortune, celle qui change une vie, est venue en regardant vers l'Est. En 1964, le gouvernement japonais a permis aux citoyens de voyager à l'étranger, ce qu'ils attendaient avec impatience pour dépenser. Finney et Miller ont acquis une licence exclusive pour les ventes hors taxes à Hawaï, ciblant les premiers touristes japonais aisés voyageant à l'étranger. La clé était la commodité et la présentation. DFS n'était plus seulement axé sur l'alcool et les cigarettes. C'est la destination pour les produits de luxe, maroquinerie de créateurs, montres et bijoux haut de gamme. Et tout était vendu par un personnel multilingue qui comprenait le marché touristique asiatique. Il ne s'agissait plus de faire économiser de l'argent aux clients. Désormais, il vendait une expérience de luxe américaine à des touristes qui pouvaient en découvrir la culture de l'excès des États-Unis. En fait, ça devait être en ton sens. Pour la toute première fois, DFS s'est étendu à travers l'Asie, Hong Kong, Guam, Saipan et est devenu un géant de la vente au détail pesant plusieurs milliards de dollars. Au début des années 1980, Chuck Finney était un titan mondial du commerce.
Il parcourait le monde, vivait avec une simple valise et voyait sa part de DFS se transformer en une fortune intouchable et inimaginable, une fortune d'1 milliard de dollars. Bien avant que le fait d'être milliardaire ne devienne vraiment un phénomène dans la culture populaire. Mais plus il gagnait d'argent, plus il se sentait mal à l'aise. Finney s'est inspiré de l'essai de 1889 d'Andrew Carnegie, l'Évangile de la richesse qui affirmait que mourir riche était déshonorant. Finney a compris que le vrai défi en affaires n'est pas de gagner de l'argent, mais de savoir le dépenser efficacement. En 1984, Finney a pris une décision qui a redéfini sa vie et la philanthropie. En 1984, Chuck Finney a secrètement transféré l'intégralité de sa participation, de 38,75% dans Duty Free Shopper, une part qui était alors prudemment estimée à environ 500 millions dans les années 80, ce qui pourrait valoir des milliards plus tard. Et il l'a transféré à une fondation qu'il avait créée 2 ans plus tôt aux Bermudes, qu'il a appelée les Atlantic Philanthropies. C'était un acte d'audace financière et philosophique qui était littéralement sans précédent. Finney n'avait jamais fait cela ni créé de fonds en fiducie pour ses enfants. Il n'a même pas dit à son associé Robert Miller qu'il n'avait plus de part dans l'entreprise. Finney a transféré toute sa fortune, sauf environ 2 millions de dollars, réservés à sa femme et sa famille. Il était officiellement un homme riche qui, techniquement, était complètement fauché. Le principe clé des Atlantic Philanthropies était l'anonymat. Pendant les 15 années suivantes, Finney a opéré sous un code de silence absolu. Si Atlantic accordait une subvention, et il s'agissait de subventions énormes, les organisations bénéficiaires étaient tenues de signer des accords de non-divulgation juridiquement contraignants, leur interdisant de révéler la source du don. Ce n'était pas de la modestie, c'était une stratégie. La raison de Finney pour cette discrétion intense était multiple. D'abord l'humilité. Il croyait sincèrement que si un bâtiment portait son nom, un autre donateur serait moins enclin à donner, préférant voir son propre nom sur la plaque à la place. Et il voulait utiliser son argent pour inciter d'autres personnes à donner le leur. Il pensait qu'en restant anonyme, l'attention se focalisait sur la cause plutôt que sur la personne méritante. La deuxième raison était l'efficacité. Donateur anonyme, il pouvait surgir à l'improviste dans des universités, centres de recherche ou hôpitaux. Il pouvait voyager en classe économique, vêtu de vêtements simples, et observer comment son argent était dépensé. Il recevait des avis honnêtes et directs qu'un milliardaire célèbre n'aurait jamais, car tout le monde flatte les milliardaires publics. Il pouvait agir rapidement et sans les retards bureaucratiques qui frappent habituellement les grandes fondations. Troisièmement, et enfin la mission de Finney était de donner de son vivant, il a écrit « Je ne vois rien de plus gratifiant et approprié que de donner sa richesse de son vivant. Se consacrer personnellement à des efforts significatifs pour améliorer la condition humaine. » Il pensait que l'argent était dépensé plus vite et que le donateur voyait les résultats immédiatement. Avec cette méthode, les fondations Atlantic ont été conçues pour être la machine de don la plus efficace de l'histoire. Il n'était pas intéressé par les fonds de legs ou les dotations conçues pour durer éternellement. Le but était que la fondation ait une durée de vie limitée. En 2002, le conseil d'administration a officiellement annoncé qu'il dépenserait toute la fortune et fermerait leurs portes d'ici 2020. Cet engagement à ramener le bilan à zéro du vivant du fondateur était une autre rupture radicale avec la philanthropie traditionnelle, qui en général tend à se maintenir et, dans de nombreux cas, à se développer, ce qui peut attirer le mauvais type de personnes. Des personnes qui le considèrent simplement comme un outil fiscal ou de l'argent facile. La vie de Finney reflétait son engagement total envers la charité. Il roulait dans une voiture modeste. Il voyageait en classe économique, portait des vêtements ordinaires et partageait une profonde passion pour trouver les meilleures affaires possibles. Même pour les vols de sa fondation, aucun membre du personnel, cadre compris, ne voyageait en classe affaires ou première, tous prenaient un tel économique. Cette discipline était légendaire. Il n'était pas seulement riche, il était assez riche pour acheter tout ce qu'il voulait, et pourtant il choisissait de vivre comme un homme ordinaire. Cette opération furtive lui a valu le surnom de James Bond de la philanthropie. Mais comme beaucoup de secrets, cela ne pouvait pas durer éternellement.
En 1986, Finney et son associé Robert Miller se sont opposés à la vente de DFS au groupe de luxe français Louis Vuitton. La bataille juridique qui s'ensuivit exigeait une transparence financière et en 1997, la bombe est sans tomber. Le New York Times a publié un article en une. Il avait offert 600 millions de dollars sans que personne ne le sache. Le secret fut révélé. Mais pour Finney, ce n'était vraiment que la moitié de son parcours. Et même si sa couverture avait été révélée, il a accéléré sa mission de réduire ses finances à zéro. Une fois que l'anonymat n'était plus une option, Finney a compris qu'il avait un nouveau rôle, celui de modèle public pour la philosophie de donner de son vivant. L'argent, désormais totalement transparent, a été déployé avec une précision chirurgicale dans 8 zones géographiques ciblées et 5 domaines d'intérêt principaux. Il s'agissait du vieillissement, de la jeunesse, de la santé, des droits de l'homme et de l'éducation. Sa philanthropie se distinguait par les grands paris de sa fondation. Ce sont de grandes subventions catalytiques conçues non seulement pour financer un projet, mais pour transformer tout un secteur. Regardons l'incroyable ampleur de son travail. Finney, dont les grands-parents venaient du comté de Fermanagh, désolé aux Irlandais si je le prononce mal, je ne sais pas comment le dire. Il avait un lien fort avec l'Irlande, où ses subventions ont été parmi les plus importantes, surtout pour la paix et la modernisation. Il a fourni des centaines de millions de dollars pour transformer l'enseignement supérieur. L'université de Limerick a été l'un des premiers bénéficiaires, recevant des fonds pour bibliothèques, centres culturels et installations scientifiques. Cela a contribué à transformer l'établissement en un centre de recherche de classe mondiale. Mais son travail le plus délicat a eu lieu en Irlande du Nord. Finney a financé à la fois des universités catholiques et protestantes, soutenant l'éducation intégrée et des projets de réconciliation. Fait crucial, il a accordé des subventions secrètes à des groupes impliqués dans le processus de paix, y compris une somme assez controversée de 21 000 $ à Sinn Féin, la branche politique de l'Irish Republican Army, à condition que l'Irish Republican Army maintienne un cessez-le-feu. Ce financement stratégique et discret, mené en coulisses, a constitué un levier clé qui, d'après de nombreux historiens, a favorisé l'accord du Vendredi saint de 1998. Finney a investi dans la paix avec une telle efficacité qu'il a pu voir les résultats directs et tangibles de son vivant. Finney, reconnaissant pour le Government Issue Bill, voyait toujours l'éducation comme le grand accélérateur. Son alma mater, l'université Cornell, a reçu près d'1 milliard de dollars durant sa vie. Le joyau de cette générosité fut une subvention de 350 millions de dollars pour lancer le campus Cornell Tech sur Roosevelt Island à New York. C'était un pari audacieux typique de Finney. Ce n'était pas simplement un don, c'était un investissement fondamental qui a aidé la ville de New York à se transformer en un pôle technologique mondial compétitif, créant des milliers d'emplois et générant des milliards d'activités économiques. Il a également fourni plus de 270 millions de dollars à l'Université de Californie à San Francisco pour financer des bâtiments médicaux et scientifiques à la pointe de la technologie, y compris le centre médical de Mission Bay. Encore une fois, il n'a pas simplement signé un chèque, il a utilisé son argent pour encourager le financement public et les partenariats avec les entreprises, multipliant ainsi son investissement initial à de nombreuses reprises. Finney a utilisé les philanthropies atlantiques pour s'attaquer à certains des problèmes structurels les plus difficiles au monde. Au Vietnam, Atlantique a passé 14 ans non seulement à construire des hôpitaux, mais aussi à réformer l'ensemble du système de santé publique, à former une nouvelle génération de médecins généralistes et à moderniser les infrastructures. Après des décennies de guerre en Afrique du Sud, après l'apartheid, Finney a investi des fonds importants dans des initiatives de santé publique et, surtout, dans des initiatives en faveur des droits de l'homme. Aux États-Unis, Brookfield Atlantic est devenu l'un des plus grands bailleurs de fonds pour la défense de causes progressistes, y compris 76 millions de dollars pour des campagnes de base, soutenant par exemple l'adoption de l'Affordable Care Act, ainsi que d'importantes subventions à des organisations œuvrant pour l'abolition de la peine de mort. Finney était à l'aise pour accorder des subventions à caractère politique et controversé, car il considérait la cause profonde de tous ces problèmes comme étant l'inégalité systémique. Et il voulait réparer les systèmes, et pas seulement atténuer les symptômes. C'était un homme qui préférait acheter une nouvelle paire de lunettes à 5 $ plutôt que de prendre un repas coûteux,
mais qui n'hésitait pas à signer un chèque de 100 millions de dollars s'il voyait la possibilité de sauver des milliers de vies. Son approche était impitoyable, analytique et profondément humanitaire. Sa fondation ne recherchait pas la gloire immédiate, elle recherchait un impact permanent. L'objectif de Finney était de terminer le travail. En annonçant en 2000 de leur fermeture prévue pour 2020, les Atlantic Philanthropy ont lancé un compte à rebours inédit dans la philanthropie. Ils ne cherchaient pas à préserver leur image, mais à utiliser efficacement leur capital. En septembre 2020, à l'âge de 89 ans, Chuck Finney a réuni son équipe pour une dernière visioconférence afin de signer tous les documents. The Atlantic Philanthropies a officiellement fermé après avoir dépensé ses derniers 7 millions de dollars, distribuant au total 8 milliards en 38 ans. Zéro, rien, nada, les comptes étaient vides. La célébration était modestement appropriée. Un petit appel Zoom ou un message de félicitations a été diffusé de la part de l'un de ses convertis les plus importants, Bill Gates. Finney n'avait pas seulement donné son argent, il avait accompli un marathon philanthropique jusqu'à une ligne d'arrivée que peu osent viser. En fait, je ne pense pas qu'aucun autre philanthrope n'ait fixé le même objectif que Chuck Finney, à savoir donner toute sa fortune de son vivant. Il a réalisé l'ambition de sa vie, il est mort sans le sou. Il a passé ses dernières années avec sa femme, Helga, dans ce simple appartement loué de 2 pièces à San Francisco, toujours modeste, toujours loin du luxe. Interrogé sur sa vie modeste, il disait « Pourquoi être la 10e personne la plus riche du monde si je peux être la 10e la plus pauvre ?» L'impact de la vie de Chuck Finney réside peut-être surtout, non pas dans les milliards qu'il a donnés, mais dans les milliardaires qu'il a inspirés à donner à leur tour. En 2011, Finney a rejoint le Giving Pledge. Lancé par Warren Buffett et Bill et Melinda Gates, cette initiative encourage les plus riches à donner la majeure partie de leur fortune. Finney était le 59e signataire et ils ont tous admis qu'il était leur héros. Il vivait selon cet engagement depuis des décennies, bien avant qu'il n'existe. Son héritage est un défi inébranlable lancé à l'élite mondiale. La richesse n'est pas quelque chose à accumuler ou à gérer sans fin. C'est un outil, un atout puissant, qui doit être utilisé dès maintenant pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Tant que la personne à la vision vit pour voir le travail accompli. Comme Chuck Finney lui-même le conseillait souvent, si vous donnez de votre vivant, l'argent commence à travailler rapidement. Tout le monde peut voir l'action et les résultats. C'est exactement ce que nous recherchons. La bonne fortune ne consiste pas à posséder une fortune, mais à faire en sorte que votre fortune serve à faire le bien.